Alors voilà, ça c'est un montage de 52 minutes, très vite fait, un bout à bout, où je vais vous faire visiter la remise de diplôme et la journée en fait ouverte à la remise de diplôme avec les travaux des élèves de l'atelier Ourdet, ou les SAT, qui est l'école où j'enseigne le no-pilotage à des élèves no-pilotes qui apprennent en fait à explorer et à obtenir la maîtrise pour explorer la noosphère, pour piloter des gros navires, des gros vaisseaux chargés de fret noosphérique ou de fret informationnel. Donc là, on est dans l'atelier, dans la présentation des travaux des étudiants de scénographie, qui est un des plus gros ateliers de l'école. Et ils ont travaillé cette année justement sur un grand explorateur de la noosphère qui est Tarkovsky et Stanislas Lem, à travers le film et le roman Solaris. Solaris, qui est un roman de science-fiction et un film de science-fiction qui met en scène justement, c'est là que c'est drôle, l'incommunicabilité. C'est-à-dire l'humanité découvre une sorte de planète vivante qui fait des choses, qui agit, et ils essaient d'entrer en communication avec elle et tout le roman c'est basé sur cette impossibilité de communiquer avec cette entité extraterrestre, cette planète. Et donc ils ont fait un très très beau travail de scénographie, les étudiants de cette année, nous sommes en 2013, ont fait plein de maquettes, plein de décors de scénographie autour de Solaris. Et donc là on est au rez-de-chaussée du vaisseau de l'école, de l'ESAT. Et j'ai passé une super année, en fait. C'est que mes étudiants, j'enseigne en fait très exactement la fabrication de la modélisation 3D et la modélisation 3D temps réel à travers des logiciels comme Cinema 4D et Unity. En fait, ce sont des outils qui permettent de fabriquer des espaces 3D temps réel. Et donc cette année, c'est un cours extrêmement pointu, le cours que je donne, c'est un cours extrêmement technique, et j'ai eu des super étudiants très très doués, très, très affûtés. Et donc j'ai passé une année super, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour la remise de diplôme, pour aller faire un tour dans l'école, et puis pour vous montrer donc les travaux des étudiants de cette école, qui sont des travaux d'un haut niveau professionnel, ce qui peut vous permettre d'avoir un aperçu du travail des étudiants d'une école d'art supérieur. Et du niveau de communication en fait en 2013 des étudiants d'une école d'art supérieur. Alors là on est toujours en train de visiter donc l'atelier des scénographies, mais d'ici quelques minutes, alors c'est à 52 minutes là, que j'ai fait, donc ça va être long. D'ici quelques minutes nous allons monter dans les étages et aller visiter les ateliers de communication visuelle. Alors en fait, comme j'ai un peu improvisé, j'ai fait une bêtise, c'est que je n'ai pas pris assez de barrettes de mémoire, de cartes mémoire. Je n'ai pas chargé mon Steadicam Junior de suffisamment de mémoire. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir tout filmer les travaux des étudiants ni l'école de façon exhaustive. Et je le regrette, et donc je suis désolé pour ceux qui ne verraient pas leurs travaux dans ce film. Alors je filme avec un mini Steadicam, d'ailleurs un collector, le mini Steadicam, le premier mini Steadicam Junior qui avait été inventé par Steadicam, la société Steadicam elle-même, que je tiens à bout de bras et qui date, que j'ai acheté il y a 10-15 ans et qui fonctionne toujours très très bien, sur lequel est monté un fisheye. Donc là, je suis en train de monter les escaliers pour aller au premier étage, justement, où il y a la suite des travaux des étudiants de scénographie, qui sont, entre autres, dirigés par Muriel Delamotte, qui a fait partie de notre groupe des Maîtres du Monde il y a 20 ans. Le premier groupe de no-nautes, de no-explorateurs que nous avions créé avec Jérôme Lefdup. Et Muriel enseigne la scénographie donc
à l'atelier Ourdet, à l'ESAT. Et donc là, il y a à la fois, je crois, des travaux autour du film et du roman de Stanislas Lem et du réalisateur Tarkovsky, mais il y a aussi des travaux, si j'ai bien compris, autour de Don Juan, voilà, dans cet atelier. Alors, donc je disais que j'enseigne la 3D, et là, j'avais 5 étudiants exceptionnels, qui étaient d'ailleurs extrêmement doués, à tel point d'ailleurs que la fin de l'année, on a plus fait un travail de recherche ensemble, plus proche d'un travail on va dire, d'année supérieure de recherche, parce que je n'avais plus grand-chose à leur enseigner. Et ils ont réalisé des niveaux 3D temps réel, des galeries 3D temps réel, pendant mon cours. C'est un cours très très technique. Et parallèlement, donc, ils ont fait un travail ils ont préparé leur diplôme, c'est-à-dire qu'ils ont montré leurs travaux à l'expo de milieu d'année. Mais là, ce qu'on va voir, c'est le travail qu'ils ont fait pour leur diplôme, qui est un travail de communication visuelle. Bon, on est toujours, là, on est toujours dans l'atelier de scénographie, dans le travail des étudiants de scénographie, qui est très impressionnant. Enfin, moi, je trouve très, très impressionnant. Et j'aime bien aussi ce travail sur les maquettes, sur les objets réels, en fait, sur les modèles réduits, la construction de modèles réduits. Il y a une des maquettes, d'ailleurs, c'est intéressant, le système D. Normalement, il devrait y avoir des écrans à l'intérieur, m'a expliqué Muriel. Et donc, l'étudiante, pour mettre des écrans dans sa scénographie miniature, à utiliser des iPhones, voilà. Des iPhones qui sont encastrés dans les maquettes. Ça fait un peu cher la maquette, mais il paraît que ça marche bien. Et donc je disais, voilà, j'ai passé une super année avec ces 4 étudiants. Et du coup, je vous fais cette petite visite de l'expo de fin d'année que je trouve superbe et très passionnante et que je vous conseille d'aller voir. Et donc, c'est aussi, j'ai découvert un peu quelque part, d'une certaine façon, que les étudiants de l'ESAT, en fait, font du transmédia. C'est-à-dire que leur diplôme de fin d'études pour certains projets, c'est du transmédia, c'est-à-dire que ce sont des projets qui mélangent à la fois, dont le contenu est diffusé sur différents supports, du support livre, support presse, support iPhone, iPod, support web, support informatique, en application standalone. Et donc, on a quelque part, les étudiants, globalement, font un travail de réalisateur, de concepteur transmédia, multimédia et transmédia. Bon. Et donc, qu'est-ce que je vais vous raconter? C'est ça qui est rigolo, d'ailleurs, c'est que je fais j'occupe le temps. Voilà, on va passer à l'étage. On va monter maintenant vers le travail de communication visuelle dans cette école très sympathique où j'enseigne déjà depuis 4 ans. Et donc voilà, ça c'est les travaux des étudiants donc, de communication visuelle. Alors, je ne vais pas m'arrêter à tous les travaux, mais ils sont un peu bons. C'est un travail aussi, ils doivent présenter différents objets qui sont des éditions presse, en fait, des modèles de magazines ou des modèles de livres, dont ils ont géré eux-mêmes le contenu et la mise en forme. Alors parfois, le contenu, les articles, ce ne sont pas eux qui les ont rédigés, mais souvent, ils ont rédigé eux-mêmes les articles des prototypes de magazines. Et très souvent, ils vont décliner d'ailleurs un contenu similaire entre les différents supports. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de préparation transmédia. Et en particulier, c'est aussi un moyen de défendre des projets. C'est une façon d'apprendre à créer des dossiers, à créer des projets, à décrire un projet. Et en général, ils ont un travail graphique assez pointu, même assez excellent, et une réalisation graphique très pointue et excellente
donc, enfin en tout cas moi j'ai été assez impressionné par la qualité. Alors voilà, ça c'est Julien Boucry, donc un de mes meilleurs, sinon le meilleur de mes étudiants en 3D. Donc ça c'est son travail en communication visuelle. Et il avait déjà dès les premières années réalisé des courts-métrages en 3D avec Cinema 4D. Donc il venait le soir d'ailleurs squatter avant avoir fini son année, il venait squatter mes cours pour mes cours de 3D. Alors qu'il faisait pas partie déjà, il anticipait un peu son année supérieure, ce qui fait qu'il était déjà d'un très haut niveau. Lorsqu'il a commencé ses cours cette année, et en fait il m'a aidé à enseigner, puisqu'il a lui-même il m'a secondé littéralement comme prof vis-à-vis de certains des autres élèves qui eux débutaient sur la modélisation 3D. Donc là on voit un des travaux qu'il doit faire, hein, donc qu'il a imprimé et qu'il a fait relier, et sa carte de visite, qu'il a particulièrement soignée au niveau matériaux. Je crois que c'est ce qui lui a coûté le plus cher d'ailleurs, c'est d'après ce qu'il m'a dit, dans tous les objets présentés pour son diplôme. Et donc, voilà. Et donc, Julien a suivi ce cours technique très très pointu de modélisation 3D. Alors, j'aime bien cette idée cette métaphore toujours maritime du no-note, c'est-à-dire que quelque part ils acquièrent une formation. Alors voilà, ça c'est Nicolas, le travail de Nicolas que j'aime beaucoup aussi, que j'ai découvert en fait, que je connaissais pas au niveau graphique. Nicolas qui sait programmer aussi, qui sait programmer ce qui est très pratique pour Unity. Et il a fait un travail justement transmédia, là, clairement transmédia, mais je crois que je vais le laisser parler d'ailleurs. J'ai réussi à le choper, à le faire parler devant la caméra tout à l'heure. Et donc il va pouvoir nous dire lui-même en fait de quoi traite son projet, qui est très science-fiction, jeu vidéo, et dont j'aime beaucoup l'esprit ou le traitement graphique. Ah oui, ça c'est aussi ils font un stage, ils doivent faire un stage dans leur cursus, et ça c'est je crois, ce qui est l'objet qu'ils fabriquent après être sortis de ce stage. Et donc ils doivent fabriquer aussi des objets, comment on va dire, vidéo, hein, animés, soit en vidéo, soit en images de synthèse. Alors Descendance, c'est un jeu multi-support, smartphone, ordinateur, livre, inspiré des jeux de rôle traditionnels sur table, qui propose de, grosso modo, prendre possession de la ville et découvrir les secrets de civilisation en fou. Est-ce que c'est transmédia ? Oui, en quelque sorte, dans la mesure où on voit les choses à des échelles différentes, suivant si on joue sur smartphone ou sur ordinateur. Ce que j'ai réalisé jusqu'ici, c'est un concept, c'est une idée qui présente des grands principes et un univers. Ce qui est intéressant, c'est que, pas du tout dans le même univers, mais selon les mêmes principes de jeu, Google est en train de sortir, actuellement en bêta, un jeu qui reprend quasiment trait pour trait les principes de ce que j'ai conçu. Voilà, imprégnation noosphérique, c'est-à-dire que souvent nous allons explorer les mêmes endroits. Hein, c'est-à-dire j'aime bien cette métaphore de l'artiste, la métaphore marine de l'artiste nonaute, c'est-à-dire l'artiste comme étant une sorte de navigateur qui va explorer les sphères informationnelles.
Nous sommes des explorateurs au long cours qui allons voyager dans les espaces informationnels et en ramener quelque chose. Et souvent, on peut arriver dans des zones où, on va dire, où les mêmes idées, les mêmes concepts peuvent apparaître quasi simultanément. Et au début, d'ailleurs, on a tendance, dans notre carrière d'artiste, à prendre les grandes voies balisées, c'est-à-dire à prendre les chemins de nos aînés, littéralement. Hein. C'est un peu comme la science, hein. On fonctionne aussi beaucoup par imprégnation et à partir des travaux des autres. Et puis on va avoir tendance à s'engager sur des voies, on va dire des voies déjà balisées. Et puis petit à petit, à force d'explorer des zones, on va dire, fréquentées, on va voir des chemins de traverse. On va découvrir des chemins qui nous sont propres, des chemins informationnels qui nous sont propres. Et peu à peu, dans notre parcours artistique, on va commencer à prendre je dirais, donc des chemins de traverse, à produire des choses différentes et à explorer des zones informationnelles, parfois d'ailleurs dangereuses, interdites, tabous. Et quelque part, c'est notre rôle. J'ai tendance à dire que notre devoir de nos hôtes, hein, d'artistes, c'est d'aller là où les autres ne vont pas, ne peuvent pas aller. Hein. C'est-à-dire, nous sommes à force, petit à petit, nous sommes comme des... Je fais souvent aussi la métaphore avec les explorateurs qui vont explorer les grandes montagnes, hein, qui vont aller sur l'Himalaya. On n'y va pas les mains dans les poches, hein, sinon on est mort. Et ben les grandes voies noosphériques, c'est un peu pareil. Hein. Il faut du temps, il faut se préparer. Ce sont des zones qui peuvent être dangereuses au niveau cognitif. Et on va donc partir, explorer, petit à petit, être équipé, petit à petit, développer une sorte d'expertise cognitive qui va nous permettre de revenir plus ou moins intègre de nos explorations, de nos voyages noosphériques. Et pour moi, l'artiste, justement, l'apprentissage de la voix de l'artiste, la voix du nonaute, c'est l'apprentissage de cette comment on va dire, cette expertise d'explorateur qui va nous permettre d'aller dans des zones extrêmes, au niveau cognitif, au niveau conceptuel, au niveau des idées, au niveau des images, au niveau des textes, au niveau de la musique, d'aller dans des zones extrêmes et d'en revenir sain et sauf et intègre et de fait d'apporter cette matière conceptuelle, hein, cette matière informationnelle à ceux qui suivent notre travail ou qui vont se nourrir eux-mêmes de nos propres explorations. Et une école d'art, en fait, c'est une école qui prépare, qui forme les jeunes artistes, hein, les jeunes nonautes, à apprendre comment conquérir les espaces informationnels. Alors, bien sûr, au départ, il y a beaucoup de, comment on va dire, comme pour tout navigateur, il y a une part d'expertise technique importante. Il est important de savoir comment piloter ces nooscaphes, il est important de savoir comment ils fonctionnent, il est important de les pratiquer à la fois en termes techniques, hein, la maîtrise, on va dire, des logiciels, mais aussi en termes de techniques conceptuelles, hein, c'est-à-dire comment on communique, comment on transmet de l'information, comment on émet du sens. Et ça s'apprend dans les écoles, hein, comme les écoles des matelots, les écoles de marine. On va apprendre à naviguer dans les sphères informationnelles. Et puis de cette première expertise, cette première expertise qui va nous permettre de nous engager dans des voyages au long cours, hein, de nous engager en haute mer, de sortir de la vue des côtes et de prendre des risques. Cette expertise-là va donc nous autoriser, nous permettre d'aller après, une fois qu'on a fini d'explorer les sentiers battus, une fois qu'on a fini de longer les côtes, hein, de rester à proximité, hors de danger, on va avoir envie et on aura la compétence, le savoir-faire pour pouvoir nous engager dans des courants, dans des zones dangereuses, dans des zones de tempête, dans des zones de tourbillons, et d'en revenir en général, et de préférence plutôt sain et sauf. Mais c'est dangereux, hein. Beaucoup d'artistes ne reviennent pas intègres, hein, ou succombent à leurs explorations noosphériques. Et j'aime bien cette métaphore parce qu'elle est
Une fois qu'on est habité... Ah voilà, ça c'est... comment il s'appelle, Alexis. Alexis qui avait lui aussi mon 4e étudiant. Le 3e, oui, on va arriver après dans celui de Solène, dans l'espace de Solène. Mais là, Alexis a fait un projet de bar et qu'il a commencé d'ailleurs à modéliser en 3D temps réel. Et donc je disais quoi? Je disais que oui, c'est intéressant d'ailleurs le projet de bar d'Alexis parce que c'est un bar informé. C'est-à-dire que c'est un projet de bar avec comme thématique les jeux vidéo. Et c'est comme un vaisseau. Une école, c'est un nooscaf. Une école, c'est un vaisseau qui permet d'apprendre un vaisseau, comment on appelle ça, un vaisseau école, un navire école. Mais un bar, le bar qu'a conçu Alexis, c'est aussi un nooscaf, c'est-à-dire un vaisseau d'exploration de la noosphère, puisque il est décoré, la thématique et le dispositif qu'il avait imaginé permettent aux consommateurs de se connecter de table en table et d'avoir accès aussi à l'information. On est de plus en plus d'ailleurs dans un monde, on n'est pas de plus en plus d'ailleurs, toute l'histoire du XXe et du XXIe siècle, c'est comme explique McLuhan, hein, c'est ce moment où nous sommes immergés dans l'image, entourés d'images, le monde devient tactile, nous sommes dans un monde informationnel, les objets sont informés. Et donc nous informent et nous communiquons, nous avons à la fois une relation à des outils, mais des outils qui eux-mêmes nous transmettent, nous transforment, nous informent, nous connectent à la sphère de l'information. Donc ce bar d'Alexis est un bar, on va dire, de noonautes, quelque part, d'explorateurs de la noosphère. Et oui, je disais que cette métaphore des noonautes est une métaphore d'une pertinence incroyable. Mais ça met aussi en évidence la puissance des métaphores. C'est-à-dire, moi, je pense que les métaphores, c'est un flux informationnel qui détermine le vivant. C'est-à-dire le vivant est de nature informationnelle, la vie est de nature informationnelle, l'ADN c'est un système de traitement de l'information. Donc l'information, c'est pas juste un épiphénomène humain, hein, c'est d'ailleurs la vision de... Comment il s'appelle, le Théâtre de Chardin est quand même très clair à ce niveau-là. Il fait de la notion d'information, de la noosphère en particulier, c'est une entité métaphysique, c'est elle qui fabrique l'humanité. Ce n'est pas nous qui fabriquons la noosphère, c'est la noosphère qui nous fabrique, mais le jeu, ce jeu d'inversion est, je trouve, très très pertinent, dans le sens qu'il met en évidence que le traitement de l'information qui, d'un point de vue cybernétique, hein, comme Norbert Wiener le décrit, le traitement de l'information qui caractérise l'humanité, puisque l'humanité, ce qui la caractérise, c'est le traitement de l'information à un très 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 haut niveau. Ce traitement de l'information, ce concept de traitement de l'information préexiste à l'humanité largement, puisqu'il est structurel du vivant, ne serait-ce qu'au travers de l'ADN. Et donc, je pense qu'au niveau, il y a encore beaucoup de mystères sur ce qu'est l'information, comment elle nous détermine, à la fois au niveau de nos sociétés, de notre culture, de l'individu, mais aussi au niveau du vivant lui-même. Et je pense que la métaphore est un flux informationnel, un peu comme la pesanteur. C'est-à-dire que il y a, comment on va dire, qu'est-ce qui fait les rivières? Qu'est-ce qui fait les fleuves et les rivières? Eh bien, ce qui fait les fleuves et les rivières, c'est la pesanteur. C'est le fait qu'il y a une force qui attire l'eau vers le centre de la Terre. Et donc ça forme les rivières et les fleuves. Et donc, je pense que les métaphores, c'est pareil. La métaphore, c'est la pesanteur, c'est une forme de pesanteur informationnelle qui existe, qui va pousser le vivant en particulier à métaphoriser et à s'auto-métaphoriser et à métaphoriser dans tous les sens. La cité, par exemple, une ville, est une métaphore d'une cellule. Mais c'est vraiment une cellule, c'est vraiment une entité vivante, une ville. Et elle a la forme d'une cellule par tropisme métaphorique. Et donc, l'artiste, les artistes, les auteurs, nous travaillons avec les métaphores. Nous sommes sensibles aux métaphores, nous surfons sur les flux des métaphores et elles structurent, en fait, les métaphores structurent tout notre, à la fois notre langage, notre expression, les outils linguistiques ou les champs lexicaux que nous utilisons, les objets que nous fabriquons, les sculptures, les dispositifs sont en général, le plus souvent métaphoriques. Et plus les métaphores sont puissantes, plus elles sont profondes, plus elles sont imbriquées, et plus l'objet informationnel, l'objet artistique va être puissant, va déterminer, va influer sur le système cognitif. C'est d'ailleurs
j'aime beaucoup aussi cette idée, ça rejoint, c'est ça qui est rigolo, c'est que ça rejoint le concept de Richard Dawkins. Richard Dawkins qui est justement un anti-religieux, un athée militant radical, mais qui va inventer ce concept de mème et de mémétique, c'est-à-dire les idées et les concepts vus comme des entités vivantes qui se servent de nous pour se propager. Hein, c'est-à-dire l'intuition rejoint quelque part la même intuition, par contre, du prêtre mystique qui était Teilhard de Chardin, de noosphère, la noosphère étant aussi une entité vivante, étant perçue par Teilhard de Chardin comme une entité vivante. Et alors Wiener, non, j'ai presque envie de raccorder ça à Wiener, mais Wiener, lui, va quand même aborder la notion d'information, mais il ne va pas jusqu'à lui donner cette dimension darwinienne. Mais par contre, il y a quelque chose de très proche quand même, parce que lorsqu'il va parler de l'humanité, des humains, Wiener, il va dire que l'humain est plus proche de la flamme, est très proche de la flamme, c'est-à-dire que nous sommes en perpétuelle transformation. Hein, comme la flamme, nous transformons en permanence, notre corps n'est pas le même, n'est jamais le même. Et ça rejoint aussi des intuitions récentes. Hein. Je pense que les gendersudisme surfent aussi sur ces concepts-là, de notre versatilité, notre transformation permanente, hein, à la fois du corps et des idées. Hein. Ah voilà, ça c'est zut, hein, on est passé devant tout le travail on est sur le travail de Solène, hein, Solène, donc ma 4e étudiante. Là c'est une fleur qu'elle a fabriquée en image de synthèse, hein, avec Cinema 4D. Et voilà, et Solène a fait des objets de luxe, hein, des boîtes, hein, des boîtes contenant des boîtes précieuses, luxueuses, contenant des concepts et des idées. Et c'est un très très joli travail. Et avec des couches qui se superposent comme ça, avec des informations, des disques d'informations. Et donc voilà. Et donc je disais quoi? Je lui parlais des flux métaphoriques. Voilà, c'est ça. Je parlais des flux métaphoriques et des idées en tant qu'entité vivante. Donc c'est ce concept qui a été inventé par Richard Dawkins, qui paradoxalement, d'ailleurs Richard Dawkins, qui étant un athée militant, rejoint quelque part les idées de Teilhard de Chardin, ou les idées de Norbert Wiener, le mathématicien qui a inventé la cybernétique. Il y avait un autre truc auquel je pensais, oui, à propos de ces idées, il y a un précurseur aussi à Richard Dawkins, c'est l'écrivain de science-fiction Philip K. Dick. Philip K. Dick qui, dans son roman Siva, un de ses derniers romans, va décrire ce concept-là, il appelle ça des plasmes. C'est-à-dire, en fait, l'auteur, enfin le héros de ce roman, va traduire un vieux texte égyptien, et en traduisant ce vieux texte égyptien, il ressuscite un dieu égyptien. Il ressuscite un dieu égyptien qui, à travers le nerf oculaire, va rentrer dans l'esprit du traducteur et va du coup être rediffusé par le traducteur lui-même, va se repropager. Donc c'est bien l'idée le fait que les idées et les concepts soient perçus comme des entités vivantes ou métaphysiques et qui se servent de nous pour se reproduire. Donc les plasmes sont les précurseurs des mèmes, hein, ce terme très, très à la mode. Et en fait, un artiste, et surtout un artiste plasticien ou un artiste de la communication qui apprend à naviguer dans une école de ce type, hein, l'artiste est aussi quelqu'un qui, pour faire des métaphores, on va dire biologiques ou noobiologiques, hein, va cultiver des mèmes, c'est-à-dire la force des jeunes noonautes qui apprennent dans ces écoles de communication, c'est d'être capable de produire des entités mémétiques, des entités virales, informationnelles, qui vont, à travers le support des objets, ou les supports immatériaux de l'informatique ou de la télévision, vont pénétrer l'esprit du lecteur, du spectateur,
et se propager. Donc ce sont aussi des éleveurs. Hein. Il y a la métaphore du marin, qui est une métaphore romantique assez plaisante, du noénaute, mais il y a aussi la métaphore du noé-cultivateur, ou du noé-paysan qui va élever des mèmes, hein, des plasmes, des entités mémétiques. Et donc c'est une école, je dirais aussi, on pourrait dire, noénautique ou noé-agricole. Nous sommes des noé-agriculteurs, avec aussi un département de recherche pour essayer d'inventer des nouveaux virus mentaux et à forte pénétration sociale. Là encore, tiens, d'ailleurs, on voit un travail très proche d'un travail de transmédia, hein, avec ces nouveaux outils que la modernité et l'informatique nous a apportés. Hein, alors justement, ça aussi, c'est très... on travaille avec les notions d'outils. Ça, c'est très McLuhanien. Marshall McLuhan, le sociologue américain. C'est qu'en fait, on a beaucoup sous-estimé l'importance des outils. On a voulu occulter l'importance des outils. Et ce qui est intéressant, c'est que comment on va dire, un smartphone. C'est-à-dire, dans une analyse McLuhanienne, par exemple, l'appareil l'automobile. L'automobile, c'est une extension des jambes. C'est une extension qui permet, c'est un amplificateur de la course. Avec une automobile, on se déplace beaucoup plus vite. Alors, à partir de là, on peut se dire, mais un appareil photo, alors, c'est une extension de quoi ? Alors, souvent, on pense que l'appareil photo, la caméra, sont des extensions de l'œil. Mais non, c'est d'abord et avant tout l'appareil photo, dans l'usage qu'en font la majorité des gens, c'est une extension de la mémoire, hein, c'est une extension du cerveau. Ça permet d'amplifier nos capacités mémorielles. Et à partir de là, on peut se dire, qu'est-ce qu'un smartphone, qu'est-ce qu'un téléphone portable ? C'est une extension de quoi ? Qu'est-ce qu'elle amplifie ? C'est un outil qui amplifie nos capacités sociales de synchronisation. C'est essentiellement un outil pour moi qui sert à nous synchroniser avec les autres, déjà, nous synchroniser avec les proches, nous synchroniser avec notre milieu professionnel, et globalement maintenant, grâce à tous les supports informationnels qui transitent via les smartphones, à nous synchroniser culturellement. Nous synchroniser avec notre environnement culturel, notre nation, nos sociétés, nos ethnies. Tiens, d'ailleurs, justement, on tombe sur un travail d'étudiante là qui a fabriqué un smartphone en papier. C'est un excellent concept. Hein. Et elle m'a raconté hier, d'ailleurs, que quand je suis venu samedi plutôt à la journée porte ouverte, parce que je lui ai dit, mais comment tu as fait les coins arrondis ? Et en fait, elle les a fait à la main, un par un, pour les 2 exemplaires de son livre, de sa présentation. Et voilà, et donc c'est passionnant, c'est-à-dire que cette exposition, j'aurais bien aimé, c'est comme visiter une bibliothèque, hein, ou un musée, en fait. Il y a quand même beaucoup de travaux intéressants. Aïe, j'ai renversé les cartes de visite. Et il y a beaucoup de travaux intéressants et on a envie de s'arrêter pratiquement à chaque il faudrait y passer plusieurs journées, je pense, pour explorer tout ce travail extrêmement riche qu'ont fait les étudiants, hein, tous ces voyages qu'ils ont fait sous la direction de l'école. Et c'est emblématique, je pense aussi. Alors c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je filme. Samedi, quand j'ai vu l'expo, je me suis dit, il faut quand même qu'on fasse des images, que je fasse des images, parce que c'est aussi un moment. C'est un moment de notre histoire, parce que évidemment tout ça évolue, tout ça va changer avec le temps. Et c'est important qu'il reste des traces en fait de ces explorations noénautiques, hein, des étudiants de l'ESAT. Bon, c'est vrai que c'est un peu succinct. Alors là, par exemple, son livre a été beaucoup manipulé, donc il est en train de se désagréger. Il n'existe en général qu'en un seul ou 2 exemplaires, hein, tous leurs travaux. Et voilà. Et là, j'arrive en fin la carte va être pleine bientôt. Là, c'est le travail de Leslie, qui est bien, que j'aime beaucoup. Alors justement, il est interdit au moins de 18 ans.
Elle est allée explorer, mais pas qu'elle seule d'ailleurs. Hein. Souvent, les étudiants, tous les étudiants de l'ESSAD vont aller dans les zones de l'érotisme, les zones de la sensualité, et vont faire un travail dessus. Et donc, ça va se terminer, enfin cette exploration de tous les étages va se terminer sur son travail. Et parce que malheureusement j'étais mal préparé et je n'avais pas ma carte mémoire. Alors du coup, tout de suite après, je vais aller acheter une autre carte mémoire dans la boutique d'en face, mais qui malheureusement n'est pas assez rapide. Elle ne sera pas assez rapide pour que je puisse faire de l'enregistrement vidéo dessus. Et du coup, je vais pas pouvoir filmer les autres départements de l'école, en particulier le département d'architecture, de décoration et d'architecture qui est dans l'autre bâtiment, ni d'ailleurs les travaux des autres, les derniers travaux des diplômés de cette année qui sont à cet étage. Et alors ce que je vais faire techniquement, c'est que je vais passer 1 heure à transférer les rushs de cette caméra là, que je tiens à bout de bras à côté de moi, ce qui fait que du coup d'ailleurs il faut que je manipule tous les livres avec une seule main. Je vais transférer, ça va prendre 1 heure, je vais transférer tous les rushs et je vais juste avoir le temps de le faire avant que ne commence la remise des diplômes, qui seront les dernières images de cette soirée. Donc je vais filmer d'ailleurs la remise des diplômes. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir filmer toutes les interventions, ni tous les diplômes, parce qu'il faut que je n'ai réussi à récupérer que 2 gigas sur la carte mémoire. Et donc, je n'ai que quelques minutes, en fait. Je n'aurai que quelques minutes pour filmer le reste de cette journée de dimanche et de cette journée de remise des diplômes. Mais j'aime bien d'ailleurs cette remise des diplômes parce que il y avait un côté, je me suis dit, ça serait marrant de pousser la métaphore un peu plus loin. C'est une cérémonie, hein, c'est une cérémonie et je me suis dit, tiens là on est dans le bureau de Muriel et Eric, où je suis en train d'essayer de récupérer, de tisser cette carte qui n'enregistre que 10 secondes. Et voilà l'entrée de l'école. Avec tous les étudiants et leurs familles qui sont là pour la remise des diplômes. Donc c'est une cérémonie importante. Je dirais presque un peu comme le passage du Cap-Horn pour les caporniers, ou alors la remise d'un brevet de marin, de pilote, de capitaine. C'est tous des capitaines en fait, quelque part. Ils ont tous pour vocation plus d'être des pilotes de gros naux-croiseurs industriels et commerciaux, que des marins au long cours au départ, ou des marins solitaires, des matelots, ce ne sont pas des matelots. Et donc là on va le faire dans la grande salle de spectacle de l'Européen, parce que l'école partage ses locaux avec la salle de théâtre et de cinéma l'Européen. Voilà. Et donc la foule à la fois des élèves diplômés, de leurs proches, de leurs parents est là. Et je me suis dit, il y a cette cérémonie de remise des diplômes pourrait être encore plus mise en scène. En tout cas, dans l'esprit, ça serait drôle de la faire dans l'esprit je dirais de la marine, avec une cérémonie de remise je dirais de diplôme encore plus protocolaire. Eh bien, je vous souhaite à tous bonne continuation et bonne soirée. Officialisante. Mais ceci dit, elle est très sympathique, l'ambiance de l'école est très sympathique. Donc, Ce soir, jeunes gens, l'OVNI ESSAT vous a enlevé. On a retrouvé votre mémo. Vous êtes la descendance qui allait conquérir la Terre. Dans une société où l'hyper-individualisme et la vulgarité de la web TV poussent les jeunes filles à la tribulation dans les 8 bars, à être ce qu'elles mangent et à collectionner sans cesse tout en lisant des contes en couleur, il vous faudra, jeunes gens, créer un mouvement alternatif où l'homme, la nature et la ville seront étroitement liés. Ce soir, réellement ou virtuellement, vous êtes forcés à quitter. Accentue l'émotion. Voilà, Célène, qui reçoit son diplôme.
Alexis. Donc voilà, bon bah j'ai été bavard, hein, j'ai occupé ces 52 minutes à papoter pendant toute la balade dans l'école, et j'ai tout improvisé, je n'ai pas répété. Donc ça part un peu dans tous les sens. Voilà Julien qui vient de recevoir Nicolas. Voilà, Nicolas qui a aussi reçu son diplôme. Et voilà, mes meilleurs étudiants de cette année qui m'ont fait passer d'ailleurs une année très 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 agréable, tellement ils étaient doués et passionnés. Et voilà, et tous les diplômés pour la séance de photo. Voilà, bon bah il reste encore quelques minutes. Et j'en profite pour remercier l'école et puis aussi vous remercier de m'avoir écouté. Et remercier mes étudiants. Ça permettrait d'avoir des expériences web beaucoup plus laisser jouer un peu. T'as vu comment il parle? Il a un gros jouet. Mais c'est un gros.